Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection, que nous sommes dans un principe d'évolution, nous sommes inclus, l'humanité dans son ensemble est inclus dans un mécanisme d'évolution irrépressible qui fait que entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates pour devenir l'espèce que nous connaissons, c'est-à-dire l'humanité, donc à partir du moment où on s'est décalé génétiquement des autres primates, bon, c'est une frontière floue, hein, pour l'instant, voilà, c'est quelque chose qu'on peut juste regarder de façon un petit peu floue comme ça. Mais bon, voilà, imaginons il y a quelques millions d'années en arrière, l'humanité a choisi, je ne sais pas, ou a été poussée à s'extraire d'un type de monde, se mettre debout, commencer à développer son corps d'une autre manière, modifier. Ce sont pour moi nos frères humains, les premiers qui ont travaillé le progrès de l'humanité. Sauf que ce progrès-là, il était physique, il était organique. Ceux qui ont permis à l'humanité de se mettre debout, de développer le rythme cardiaque, la course, etc. Voilà, changer notre visibilité, de devenir beaucoup plus habile, donc avoir un pouce qui se modifie, etc. Ce sont nos frères humains, ce sont ils appartiennent à l'humanité. Ils ont, pour moi, travaillé à l'évolution de l'humanité, justement, vers cette ultime perfection. Et à partir de là, les hommes n'ont pas cessé de découvrir des choses, de développer le progrès. Voilà, à découvrir le feu, découvrir les plantes, découvrir... Alors, évidemment que nous sommes juste nous sommes la continuation de ce qui se passe déjà chez nos cousins primates qui utilisent des bâtons, etc. Donc, il y a déjà notre progrès a son origine chez nos cousins primates, lorsque nous étions des primates naturels. Bref, on devient des primates culturels, des hommes constructeurs d'humanité, et depuis, nous n'avons pas cessé de travailler l'humanité pour l'amener, sans le savoir, nous ne savons pas, pour l'amener à son ultime perfection. On travaille dans un but qu'on ignore en réalité. Voilà. Les hommes réalisent quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux, qu'ils ignorent et pourtant qu'ils construisent, écrit Hegel. Et il a raison. Il avait compris que nous créions quelque chose de beaucoup plus haut. Et les grandes religions ont compris intuitivement cette évolution vers l'ultime perfection. On le retrouve dans le judaïsme, on le retrouve après dans le christianisme et dans l'islam. Cette évolution vers le paradis, en somme. On le retrouve de l'autre côté aussi, du côté asiatique, avec le principe circulaire. On va vers vers un monde parfait, même si après ça se dégrade, etc. C'est quelque chose de cyclique. Mais en tout cas, on est dans ce mécanisme-là. Et alors, aujourd'hui, nous sommes à un moment de cette évolution. Dans ce moment de cette évolution, nous sommes en train de créer quelque chose qui s'appelle ChatGPT, l'IA. Voilà, ChatGPT, c'est un des...
c'est une des particularités de l'intelligence artificielle. Et je voulais commencer à travailler sur cette idée d'intelligence artificielle. Voilà ce que j'ai pensé. Parce que ce matin, en prenant ma douche, j'ai écouté une émission sur France Culture, comme d'habitude, avec philosophie, qui parlait de l'IA. Bon, je l'ai juste picoré, mais tout de suite, ça a mis en effervescence mon esprit. Et si vous suivez un peu ces vidéos, vous savez que ma façon de fonctionner serait du côté de l'atypique, de l'autisme atypique, de l'autisme Asperger ou TSA, porteur du trouble du spectre autistique, ou de la double exceptionnalité. C'est comme ça que les Canadiens, je pense, et en Amérique du Nord, commencent à réfléchir là-dessus. Donc c'est quelque chose qui est un peu nouveau de penser cette particularité de penser. Voilà, ça ne fait pas des gens un peu meilleurs ou moins bons que les autres, c'est une particularité. Il y a voilà, un petit pourcentage de personnes qui pensent d'une autre manière, qui pensent de façon atypique. Et alors, c'est très nouveau, cet atypisme. Il y a encore pas c'est pas exploité par l'humanité. Même si, depuis tout le temps, cet atypisme était là. C'est pas, pour moi, par exemple, Jésus-Christ, c'est une pensée atypique. Parce qu'à l'époque, pour pouvoir dire à un système classique que celui qui n'a jamais fauté lui jette la première pierre, il faut avoir un état d'esprit vraiment avant-gardiste, progressiste. Mais en fait, l'atypique, l'intérêt de l'atypique, on pourrait dire, c'est l'artiste qui est dans cette zone-là. C'est qu'il est un visionnaire. Il a une vision qui va se poser sur l'horizon. Et 10 ans, 20 ans, 50 ans après, 100 ans après, on en voit l'intérêt. Quand les premiers impressionnistes arrivent, et il faut que ça émerge d'un cerveau atypique. Le fait de dire, tiens, on va aller carrément peindre dehors sur la nature, etc. Même si ça vient de... c'est un travail commun, mine de rien, parce que les premiers impressionnistes ont vu Eugène Boudin, qui était déjà, qui inaugurait un petit peu, qui poussait un petit peu à ça. On sans doute vu du côté anglais, je ne me souviens plus comment il s'appelle, il y avait un peintre aussi qui a influencé tous ces impressionnistes. Mais il a fallu que l'esprit d'un seul coup dise, tiens, je vais peindre la nature, l'impression que j'ai de la nature. Voilà. C'est plus, je ne vais pas essayer d'être réaliste, je veux faire autre chose. Voilà. Pareil pour le cubisme, pareil pour Marcel Duchamp qui va, en se baladant, voir un WC et paf, ça percute. Et pour lui, son cerveau est atypique. C'est un cerveau atypique qui va dire, ok, je vais transformer ça en faire une œuvre d'art, parce que c'est une œuvre d'art. Je ne sais pas complètement pourquoi, mais il y a quelque chose d'artistique. Pourquoi on laisserait... Et voilà, donc il y a une intuition atypique qui vient, et après une réflexion derrière, qui va pouvoir peut-être dire, je ne sais pas s'il y a pensé réellement, dire, c'est l'artiste qui fait l'œuvre d'art. Si moi je décrète, je prends le risque de passer une existence d'artiste, de me décider artiste, d'investir mon existence dans l'art, donc
j'ai le courage de me dire artiste et de pas... parce qu'en fait, c'est ça qui va faire la différence. Les gens qui disent, mais n'importe qui pourrait faire ça, etc. Quand je discutais avec des gens qui parlaient de Picasso, quoi que ce soit. Oh, mais n'importe qui, c'est un travail de gosse, on pourrait très bien le faire, etc. Sauf que c'est un investissement d'existence. Il va se faire taper dessus. Il faut accepter tout ce qui va avec. Les impressionnistes ont été hués, conspués, maltraités. Et il faut résister à tout ça. C'est donc un vrai acte de courage. Et donc, Duchamp dit ça dans ce sens-là. Il dit, moi, si je décrète que ça, c'est de l'art, parce que je me suis investi en tant qu'artiste, je peux expliquer pourquoi c'est de l'art, cette chose-là. Pourquoi le fait de transformer, de faire un ready-made, pourquoi le fait de prendre un urinoir et de le poser d'une certaine façon, d'écrire le nom du vendeur et de l'exposer, c'est une œuvre d'art. Et ben, malgré tout, ça n'a pas été... les cerveaux typiques ne l'ont pas admis comme ça tout de suite. Il a fallu des décennies et puis maintenant, ça y est, il est rentré dans le truc. Il est là, cet objet. Et on en comprend la logique et encore, il va faire travailler l'humanité encore pendant beaucoup de temps de réflexion. Bref, l'atypique était là. Et je pense que Moïse était atypique. Je pense que Mahomet était atypique. Voilà. Je pense que Bouddha était atypique. Il y a quelque chose comme ça. Et alors, sur l'ouvrage que j'étais en train de lire que j'ai commencé de Anna Livia Marchionni, une socio-anthropologie du syndrome d'Asperger. Bon, en fait, c'est pas très fiable hein, ce que je dis parce que je lis avec un psychisme bien particulier. Donc, parfois, je lis très mal d'abord. Donc, j'ai un problème sans doute mince, comment ça s'appelle, de dyslexie. Et donc, j'ai une compréhension qui est, peut-être je mélange un peu ce que je pense avec ce que je lis. Mais bon, globalement, elle parle de cette hypersensibilité. Enfin, elle relève le surfonctionnement perceptif, l'émotion négative et émotion positive, l'hypersensibilité, l'hyposensibilité. Voilà. Et donc, les émotions négatives surchargent, effet cafétérien incongru, essence perceptible. Les émotions positives, fascination sensorielle et intérêt particulier. Ça, c'est dans les premières parties. Pressentir. Alors, ça, je ne l'ai pas lu malheureusement encore. Bon, bref, j'en suis encore à découvrir cet ouvrage. En tout cas, cette hypersensibilité va faire que peut-être il y aura une propension plus facile à atteindre un état d'extase. Et c'est, à mon sens, un état d'extase qui fait que c'est la rencontre entre une expérience extatique accidentelle et la capacité de l'interpréter d'une certaine façon qui va faire que on va en donner du sens. On va lui donner du sens. L'expérience extatique que j'ai fait en l'an 2000, ou 2000, oui 2000, en l'an 2000, a influencé complètement ma théorie, la théorie que je développe. Au départ, je pensais, elle est née en disant l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, l'amour.
fait, c'était, voilà, je voyais l'amour du prochain, cette chose-là. Mais après cette expérience extatique, j'ai compris, pour moi, je l'ai interprété comme le fait que nous allons vers cette facilité, cette extase facile, qui n'est pas facile pour l'instant, mais vers cette extase facile qui fait que ça éclaire le monde, ça donne une autre vision, on comprend d'autres choses, mais c'est intuitif, c'est intérieur, et c'est ce qui s'est sans doute passé pour Moïse, pour d'autres, voilà, pour cette compréhension. Après, on peut en faire quelque chose, peut-être que avant Bouddha, de nombreuses personnes atteignaient l'extase, mais il a fallu Bouddha pour qu'il en fasse quelque chose, une sorte de théorie, une œuvre d'art en somme. Voilà. Et donc ça, c'est parce que c'est la rencontre entre cette hypersensibilité qui va faire qu'on peut faire cette expérience extatique et la réalisation de quelque chose avec ça. Voilà. Alors pour revenir à l'IA, et d'ailleurs je vais passer, ça c'était juste l'introduction à l'IA, mais je vais aller au bout de ce petit bout et je verrai ça sur la prochaine vidéo. Pour revenir à l'IA, donc, pour moi, est encore c'est une pensée, elle donne comme pensée l'ordinaire, elle donne comme pensée le typique. Pourquoi? Parce que, en fait, elle reprend la globalité de ce qui est écrit sur Wikipédia, etc., de tout ce qui est publié. Mais la globalité de tout ça, si on sort quelque chose de moyen, c'est quelque chose d'ordinaire. C'est quelque chose qui est... C'est ordinaire, disons que c'est la pensée actuelle. Il n'y a pas encore... Alors, il n'y a pas encore la pensée atypique. Parce qu'elle n'est pas complètement... elle n'est pas... elle est marginale, elle est sous-estimée pour l'instant, elle est comment on pourrait dire, elle concerne qu'une toute petite partie de la diffusion de ce qui se passe sur Internet, et parce que c'est à partir de là que prend sa source ChatGPT, etc. Et donc, quand on voit, là ce matin par exemple, pour ça, je lui ai posé la question à ChatGPT, quelle est la finalité de l'ONU? La question, elle n'est peut-être pas bien tournée, mais en tout cas, sa réflexion, c'était la finalité de l'Organisation des Nations Unies est de promouvoir la paix, la sécurité, le développement économique et social, ainsi que les droits de l'homme à l'échelle mondiale. Elle a été créée en 1945 à la suite de la Seconde Guerre mondiale dans le but de prévenir de futurs conflits et de favoriser la coopération entre les nations. En résumé, bon, après, il y a protéger, maintenir la paix et la sécurité. Donc pour elle, elle fait que révéler ce qui est la pensée classique des choses. Elle ne peut pas dire, parce que moi, quand j'ai posé cette question, je voulais lui faire dire, en fait, l'ONU est là pour faire que nous allons nous travailler à la paix universelle vers laquelle l'humanité est destinée. Parce que si on y réfléchit, c'est clair que c'est maintenir la paix, mais si c'est promouvoir la paix, promouvoir le développement durable, protéger les droits de l'homme, défendre, etc., l'égalité des sexes, etc., coordonner la coopération internationale, fournir une plateforme pour le dialogue international. L'ONU offre un espace où les pays peuvent discuter de manière pacifique des questions internationales, échanger des idées et rechercher des solutions communes. Si on prolonge ce travail pendant 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, on arrive à la paix, parce qu'il y a un certain moment, cette mécanique conduit à ça. L'intelligence artificielle ne peut pas créer en réalité, pour l'instant, parce qu'elle n'a pas la forme, mais elle sera toujours un peu en retard.
par rapport à la pensée humaine. Parce que elle est dans le classicisme. Et c'est là où c'est intéressant, cette chose-là. Mais c'est intéressant, mais en même temps, on ne peut pas se baser sur son truc. Parce que si on lui demande, par exemple, quelle est la meilleure condition de travail pour un être humain, elle pourra pas. Je vais poser ces questions-là. Ou combien d'heures de travail par jour serait idéal pour un ouvrier qui serait à la chaîne ou quoi que ce soit? Qu'est-ce qui serait? Il ne me répondrait pas, l'idéal, ça serait 4 heures. Ça serait 3-4 heures pour aujourd'hui, ça correspondrait à ça. Si on fait le bilan de l'évolution. Et on va vers la fin du travail. On va vers un travail, vers des conditions de travail extraordinaires, etc. On ne peut pas lui demander si c'est... d'imaginer de façon humaniste, de façon humaine en fait, ce qui serait le mieux pour un ouvrier par exemple. Il va rester de façon... Donc il n'y a pas, en fait, il n'y a pas la sensibilité, il n'y a pas l'empathie. Et c'est grâce à... Et c'est ça qui fait que l'humanité évolue vers sa perfection. C'est justement c'est le QE qui fait évoluer cette humanité. Voilà, c'est des gens qui vont, c'est Marx qui va, etc. C'est cette époque-là du 19e siècle, par exemple, à cette époque-là, ils arrivent tous, Fourier, etc., ceux qui créent les phalanstères, ils viennent, ils poussent des idées qui sont complètement novatrices, qui bouleversent le monde. Mais c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes et que nous ne travaillons pas comme on travaillait au 19e siècle. Voilà. Donc, ces idées-là, tout ça, ChatGPT, c'est très bien pour les Américains, voilà, qui n'ont pas cette vision qui sont dans le pragmatisme. Mais ce n'est pas valable pour les progrès. Derrière le progrès, c'est le cœur qui l'amène. C'est le cœur qui amène l'évolution. Voilà. Bon, je vais arrêter là pour cette vidéo, un peu brutalement, comme d'habitude. Je vous remercie de votre écoute et n'oubliez pas, si vous pensez que cette vision atypique a quelques mérites pour nos congénères, de mettre des pouces, de vous abonner et de diffuser les idées. Voilà. Merci, à bientôt.